Attaque de Contador, à la barre à Montes, on le sait. Le vainqueur de Paris-Nice, c'est un vrai grimpeur. C'est sans doute le plus beau grimpeur du Tour de France. Salut à tous, c'est Colby. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'After Cyclist, votre rendez-vous mensuel de vélo. Je ne suis pas tout seul, comme vous l'avez vu, je suis accompagné de Piche. Comment vas-tu? Salut Colby, ça va très bien et toi? Ça va super. Comment s'est passé ton mois de février? Eh bah très très bien, très beau mois de vélo et c'est pour ça on va en parler du coup aujourd'hui. Ça tombe bien, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes accompagnés de Gilles, journaliste sportif, qui est avec nous. Ouais, bon mois de février, pas mal de belles courses, de grosses dominations à nouveau, on va en parler tantôt. Forcément, on est là pour parler de vélo et on va commencer de suite avec le Tour de l'UAE. Vous avez vu la victoire de Remco Evenepoel, une victoire qu'il a été chercher avec ses talents qu'on connaît, c'est-à-dire effort de rouleur, gestion de son effort dans la montagne. Hem, Êtes-vous satisfait de sa prestation ou vous en attendez encore un peu plus sachant que, le Giro arrive, sa course phare de la saison arrive? Gilles, à toi l'honneur. Personnellement, je crois qu'il est là où il devrait être, c'est-à-dire qu'on aurait presque pu s'inquiéter qu'il soit déjà trop fort en début de saison. Là, pour le moment, on voit qu'il lui reste encore quelques failles. Il a pas été chercher de victoire d'étape, mais il a vraiment fait preuve, franchement de beaucoup de rythme. On l'a vu, dans cette fameuse étape Rennes, qu'il perd derrière Adam Yates. Il gère vraiment bien son effort. Il essaye pas de suivre Adam Yates dans ses petites attaques, de pur grimpeur. Non, franchement, même niveau gestion, c'était vraiment impressionnant. On n'a qu'une hâte, c'est de le voir sur des courses du printemps et surtout sur le Giro, quoi. C'est exactement ça, il était dans son élément, il y avait du vent, des bordures, il fallait rouler fort par moment et il était vraiment comme un poisson dans l'eau, c'était vraiment un très beau parcours pour lui et qu'en plus un chrono par équipe, on sait très bien que la Quick Step est vraiment l'une des meilleures équipes sur ce genre d'exercice. Donc derrière, il est plus qu'à gérer Yet pour la dernière étape de montagne. Et puis non, il a géré parfaitement l'UAE Tour et voilà, il le remporte et il l'a parfaitement géré. Et ça me lance aussi sur cette question. Je vois beaucoup de débats qui parlent de Evenepoel au niveau de enfin pas au niveau de Pogačar ou Vingegaard, mais est-ce que ce sujet n'est pas un peu un débat, inutile dans le sens où les futurs adversaires de Remco sont plutôt Primož Roglič, plutôt Joao Almeida? Où vous situez, Remco Evenepoel dans la hiérarchie pour, le Giro justement par rapport à ces adversaires-là? Moi, je le situe assez haut pour le moment, sachant qu'on sait que le plus important, et Roglič l'a rappelé d'ailleurs en interview il y a pas très longtemps, le Giro risque de se jouer dans les contre-la-montre. Remco Evenepoel a montré qu'il avait vraiment beaucoup de rythme, on l'a vu sur les bordures, il était très, très impressionnant. Hem, on l'a vu dans le contre-la-montre par équipe. Donc lui, on sait qu'il est prêt. Roglič, attend vraiment ses débuts avec impatience. Mais en tout cas, Remco est prêt. Et en ce qui concerne, la lutte un peu médiatique entre Pogačar et Remco Evenepoel, c'est vrai qu'elle est un peu inutile, mais je la trouve assez intéressante et je me demande de temps en temps si Pogačar a pas un peu peur, de directement se comparer à Remco. Enfin, peut-être évidemment c'est une parce que je suis belge que je pense ça. Et quand on voit qu'il change enfin, il y a aucune course quasiment, de cette année en 2022 où ils ont prévu de courir ensemble, c'est un peu étonnant. C'est vrai. C'est vrai qu'on aurait vraiment rêvé de les voir, courir ensemble, quoi. C'est vrai qu'ils vont se croiser qu'au final que sur les Ardennaises et sur, peut-être les championnats du monde en fin de saison en fait, du coup. Quoi, on va voir si Pogačar va effectivement continuer sur les Ardennaises parce que, je me rappelle l'année passée, il devait faire Liège-Bastogne-Liège et puis, après son gros Tour des Flandres, il s'est dit: «OK, c'est peut-être un peu trop» et s'il fait un bon Tour des Flandres, imaginons que Pogačar vienne à gagner le Tour des Flandres, est-ce qu'il enchaînera sur les Ardennaises directement après? Ça, c'est pas certain non plus. Riche un mot là-dessus, sur cette rivalité, Remco, Pogačar, même Vingegaard. Ouais, je les vois pas tellement que ça en tant que rival. En soi, c'est des capacités un peu différentes hein, qu'il a Remco avec Pogacar ou Pogačar, pardon, ou Vingegaard. Ce sont des purs grimpeurs, alors que Remco, lui, c'est vraiment, il mise tout au final sur la première semaine et sur les contre-la-montre et derrière limité dans la haute montagne. Il peut être très fort sur un col, mais derrière enchaîner 2, 3, 4 cols comme on connaît très bien sur le Giro, ça pour le coup il a encore tout à prouver, hein. Au contraire justement de Vingegaard ou Tadej Pogacar. Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, le Tour, c'est également aussi les sprints, le désert qu'on connaît bien, les étapes bien pleines où il y a un dénivelé,
si on pourrait même dire négatif. La première étape a été marquée par les bordures, où justement Remco a pu prendre beaucoup d'avance sur la plupart des grimpeurs. Il y a aussi eu toutes ces étapes de sprint. Merlier s'est imposé 2 fois sur cette UAE Tour. On a eu la victoire de Groenewegen aussi. On a eu la victoire de Juan Sebastian Molano un peu plus surprise. Mais j'ai envie de me focaliser sur Tim Merlier et je vais vous poser la question maintenant à l'instant T. Vous devez emmener un sprinter sur le Tour de France entre Merlier et Jacobsen. Qui choisissez-vous? Piche d'abord. Là, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Allez, allez, je dirais Merlier. Je pense que Merlier passe un peu plus les bosses que Fabio. Et puis Fabio, en ce moment, il a un peu de malchance. On a déjà vu qu'il avait un peu de mal en ce début de saison. Et en plus, sur le Samin, il tombe. Allez, je pense que je dirais pour l'instant, à l'instant T, je dirais Tim Merlier, qui est peut-être un peu plus en forme. Et peut-être pour moi un peu plus explosif aussi. Jacobsen peut-être plus rapide, mais au final je prendrais quand même Tim Merlier. Si le Tour de France devait commencer dans une semaine, c'est clair que je donnerais un petit avantage à Tim Merlier. Après, je pense que Jacobsen reste quand même un meilleur sprinter au final. Surtout, peut mieux se débrouiller dans un paquet final, surtout un paquet comme on a au Tour de France, très très dynamique. Et donc je pense que je prendrais quand même Jacobsen. Mais c'est vrai que Merlier est vraiment très très impressionnant en ce début de saison et ça fait plaisir s'il pouvait s'installer une rivalité saine entre les deux et qu'on puisse avoir un suspense sur la sélection Quick-Step jusqu'à la fin. Et Piche, tu as parlé des déboires de Jacobsen. Je pense que c'est aussi le moment d'introduire un peu ces classiques flandriennes, car Jacobsen a eu des déboires, mais toute la Quick-Step a eu des déboires sur ce week-end d'ouverture de classique flandrienne. Dans un premier temps, un mot sur la prestation de la Quick-Step justement sur le Omloop et Kurn. C'est un peu cet absentéisme qu'on a eu. Asgreen était malade, il a dû manquer les courses. Il y a eu des chutes à noter aussi du côté de la Quick-Step. Un avis? Ouais, t'as bien résumé la chose, hein. C'est un peu triste de voir la Quick-Step à ce niveau-là. D'habitude, à l'époque, il y a, allez, même jusqu'à il y a 10 ans, à partir de 2012-2013, la domination de la Quick-Step était vraiment sans faillite. C'était vraiment du tableau noir, quoi. C'était toujours en surnombre, toujours attaqué, toujours être offensif. Et bah là, depuis presque un an, voire 2 ans, ils sont dominés par la Jumbo. C'est un constat sans appel et c'est juste la réalité. Ils se font tout simplement bouffer. Et donc oui, on a vu la Jumbo dominer l'Omloop avec notamment la victoire de Diane Van Barle, qui s'est échappé à 40 km plus ou moins. C'est Il a ça, réussi ouais, à en rattraper le effet. groupe de tête avec notamment un Mathis Lebert qui a très bien tenu. Ensuite, il a réussi à se décrocher le Français à 17 km de l'arrivée sur l'enchaînement Quarmont-Bosberg. Nous avons d'ailleurs une interview pour vous de Mathis Lebert sur son après-course à l'Omloop. On est échappé avec Van Barle ce week-end, comment tu l'as senti? Pas très bien, ouais. Pas très bien. J'étais pas à l'aise dans sa roue, mais bon, c'est bien, c'est une bonne expérience. Ouais. C'est clair qu'on l'avait vendu un peu comme équipier de luxe pour Wout van Aert, mais quand on voit des résultats pareils dès le circuit d'ouverture en Belgique, on se demande vraiment si ils partiront pas sur un pied d'égalité. Et au final, si on n'a pas, comme tu disais, un nouveau Wolfpack avec la Jumbo, c'est-à-dire vraiment plusieurs leaders, peut-être sans avoir un leader unique, ce qui leur permettra en tout cas d'avoir des stratégies intéressantes. Mais après, comme pour eux, c'est un peu la première année avec ce type de stratégie, on a un peu peur qu'ils s'en mêlent les pinceaux. C'est d'ailleurs la crainte de Fabian Cancellara, sorti dans la presse cette semaine. Et ouais, je peux le concevoir. On peut voir s'ils vont pas se marcher dessus. On a vu Wout van Aert au championnat du monde quand Remco Evenepoel avait 1 minute 30, 2 minutes. Ok, il n'y avait pas d'oreillette, mais on sentait que de temps en temps, il avait tendance à rouler un peu pour lui-même. Est-ce que Van Aert serait d'accord avec son ego de pouvoir laisser un Van Barle partir tout seul comme il l'a fait ici à l'Omloop ou est-ce que justement il va pouvoir s'entendre et justement et là ça sera terrible pour les adversaires parce que je pense que pour le moment il n'y a pas d'équipe meilleure sur les Flandriennes que Jumbo. Je surenchaîne avec ton dernier argument, avec justement Mhm. Kurn-Bruxelles-Kurn, où cette fois-ci il n'y avait pas un jumbo à l'avant, mais il y en a eu deux qui sont partis à l'avant. Donc c'était Tige Benoot et Nathan Van Hooijdonk. Est-ce que Ouais. justement un Van Aert accepterait de faire partir deux équipiers et que lui reste à l'arrière, alors qu'on sait très bien que Van Aert est quand même quelqu'un qui a envie de gagner
monuments, des grosses classiques. Que Mais voilà. j'ai du mal à le croire sur le Tour des Flandres. Tant sur le Grand Prix E3, on l'a vu avec sourire, il a laissé gagner la porte. Sur le Tour de Flandre, on sait qu'il a été malchanceux, on sait qu'il a subi la pression de Van der Poel. Est-ce qu'il serait vraiment capable de laisser partir 2 équipiers? Il sait qu'il est dans la force de l'âge, c'est maintenant qu'il doit gagner. J'ai un peu du mal à le croire, mais peut-être qu'il va satisfaire de la stratégie et Et pour continuer à parler de Kurn, Pich, sur un point d'humour, comment tu juges l'accélération de Tish Benoît? Parce qu'on a vu, hein, la tactique de la Jumbo d'essayer de faire des cassures, d'en lancer un et puis l'autre dans le dernier kilomètre. Mais Tish Benoît pour attaquer, c'est waouh quoi, c'est lent. Ah ouais, je pense si on fait un petit débat avec Steph Kung, je pense qu'il y a vraiment un match hein, entre les deux. Qui est le plus lent, c'est niveau d'accélération, c'est impressionnant. Hein, c'est proche du néant. Hein, c'est T'as l'impression qu'il va en arrière même. ouais. C'est Ouais, ce qui est fou, c'est qu'en plus, Binot, on avait l'impression qu'il était presque en difficulté à 2-3 km de l'arrivée. Il était presque dans les cordes, on le voyait, il avait la tête dans le guidon, il en pouvait plus, la carcasse qui secouait de droite à gauche. Et au final, non, sur une accélération presque anodine, dans le faux plat descendant de l'arrivée, il fait le trou. Voilà, il réussit à prendre 2-3 mètres. Derrière son coéquipier qui permet aussi de déstabiliser ses adversaires. Hein. Mine de rien, ça joue, puis voilà. je sais pas si on dit ça en France aussi, mais chez nous, on a une expression encore assez marrante. On dit souvent que dans un sprint à 2, il ferait 3. Mais Benoît, c'est vraiment exactement ça, quoi. ah, c'est exactement ça. J'étais obligé d'en parler hein, parce que on a vu que Van Hooijdonk faisait volontairement des cassures dans ce groupe pour essayer de faire une cassure pour que Benoît puisse y aller, mais même comme ça n'y allait pas. Enfin, il a fallu attendre, je pense, la troisième attaque de Benoît pour que ça aille et encore, on n'était pas sûr que ce soit vraiment la bonne. Donc, ouais, non, au final, ça gagne. Et la Jumbo découvre aussi un peu ses talents, parce que même un Van Hooijdonk qui est très souvent équipier modèle, rouleur, fait le travail sur Kurn. On l'a vu l'année passée ou il y a 2 ans sur Game aussi. Donc, Ouais, et t'as, t'as- voilà. t'as- t'as raison de parler de lui, hein, parce que mine de rien, dans le final, c'était presque lui qui était le plus entreprenant. C'était quand même Benoît qui était le leader de l'équipe dans les derniers kilomètres. Et au final, Van Dong qui fait 2 au sprint, ça prouve qu'il a quand même un peu de réserve et un peu de stock, et qu'il est en forme surtout. Donc, dans la campagne de classique qui va arriver, Iris est un très bon élément pour Wout van Aert. Plus globalement, on va toujours rester sur le sujet de la Jumbo, avec la domination de Vingegaard qu'il y a eu sur le Grand Camino, et même la domination de Jumbo, car Juan Dennis gagne le chrono final. Van Aert et Roglic sont toujours pas roulés. Se le disent, les deux gros leaders, même si maintenant Roglic a peut-être son statut de leader contesté, les deux leaders emblématiques de la Jumbo n'ont pas encore roulé cette saison. Jumbo a déjà montré ses deux visages. Euh, Quand les deux vont revenir, en fait, comment ça va s'organiser tout ça? T'as parlé, Gilles, de Cancellara d'un côté, qui doute un peu de l'organisation sur les Flandriennes. En montagne, comment ça va se passer de l'autre côté avec Roglic et Vingegaard? Est-ce qu'ils ont des courses en commun? Comment ça va se devoir se passer si les deux roulent ensemble et même avec tous les autres équipiers qui sont très bons en montagne aussi? Et je pense qu'ils vont essayer de ne pas se marcher dessus. Déjà, Roglic, son gros objectif, c'est le Giro. Il a l'air de l'avoir accepté. Il sera sans doute sur la Vuelta aussi. Ça m'étonnerait pas que si on l'envoie sur le Tour de France, cette fois-ci, ce soit réellement avec un rôle d'équipier. Et donc, à mon avis, ouais, je pense que cette année, c'est plus clair que l'année passée. On sait que Vingegaard est sans doute le meilleur grimpeur du peloton actuel. Peut-être évidemment avec Pogacar, difficile de dire qui est réellement le meilleur. Donc, je pense réellement qu'ils ne devraient pas se marcher dessus. Et ouais, il faudrait voir leur calendrier respectif. Je sais pas s'ils ont des courses en commun, à part peut-être sur les classiques wallonnes. Ouais, Normalement, Roglic ne fait que la Catalogne avant le Giro. en Il fait effet, aucune c'est autre ça, course. ouais. C'est étonnant quand même d'arriver avec aussi peu de jours de course sur le Giro. Dans le passé, on a quand même souvent vu des coureurs arriver avec peu de jours de course sur un grand tour, souvent avoir un peu de mal à démarrer et des fois perdre vraiment beaucoup dans la première semaine. On verra si ça payera. Ça, mais je me posais la question, peut-être est-il encore un peu blessé de l'année passée. On a vu qu'il a terminé le Giro, la Vuelta, pardon, avec sa chute. Est-ce qu'il s'est remis en fait? Est-ce qu'il s'est remis physiquement? Parce que peut-être que mentalement il s'est remis, il a fait un trait en disant que le Giro était son objectif, mais physiquement, est-ce qu'il est bien en fait, Roglic? Est-ce qu'il cache pas un peu sa misère en n'allant pas sur des courses? Franchement, je pense que pour le coup, il prépare bien son jeu. On l'a déjà vu dans le passé, quand il prépare ses objectifs, il est toujours en forme au bon moment. Là, pour le coup, il a qu'une course à prévoir, c'est le Tour de Catalogne, qu'il va sans doute gagner, parce que on connaît quand même son niveau. C'est vrai qu'il était blessé
L'année dernière, il était un peu en manque de réussite, mais Roglic, ça reste quand même un excellent coureur et avec le peu de jours de course qu'il va avoir justement, c'est en prévision aussi, hein, sans doute, hein. Il a peut-être pas envie de se péter la gueule à un mois de son principal objectif de la saison, c'est sans doute pour ça, hein. Donc pour moi, ouais, on va voir du courant Roglic et je pense que c'est complètement volontaire de sa part d'avoir peu de jours de course et de garder un maximum de fraîcheur. Voilà, donc ce qui conclut le dossier Jumbo. Pour ceux qui justement voulaient encore un peu se montrer sur des Flandriennes et qui n'ont pas pu parce que forcément la Jumbo a tout gagné, il y avait le Samin qui se disputait ce mardi. Donc cette course a permis un peu à certains coureurs comme Jasper Stuyven sur Krak Andersen de se montrer un peu plus que sur les classiques flandriennes. Voilà, la course était assez intéressante, assez compliquée, mais je pense que je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Voici l'extrait d'un coureur qui vous dira ça mieux que moi. It's shit day today. Yeah, very windy. Huh? Very windy. No, I just have shit legs, so that was it. Okay. Yeah, it was because of the last weekend with Omloop. Yeah, maybe altitude. Someday you always have bad legs. You have good days and bad days. Voilà, du Taco Van der Rohe tout craché. Sinon, on a vu une grosse équipe qui s'est réveillée maintenant qu'elle n'est plus en World Tour, qu'elle n'a plus ce souci à se faire. C'est la Lotto Destiny, qui était vraiment très impressionnant sur cette course, qui était venue avec des jeunes. Et on voit qu'il y a du futur dans cette équipe parce que ils ont vraiment tous été assez impressionnants. Ils ont fait la course. On a vu Campenarts, on a vu Segertz, on a vu Menton évidemment qui a été remporté la victoire sprint. Magnifique sprint au bout d'une course vraiment compliquée avec des bordures, du vent. Et donc ouais, on l'a vu comme Taco le disait, une course vraiment usante. Donc franchement, j'ai bon espoir pour la Lotto cette saison. Ce sera pas tout autour de Ewan et Arnaud Delis. Il y a plein d'autres jeunes qui arrivent et ça fait plaisir de voir Lotto en forme comme ça. Ouais, c'est rare qu'une équipe soit récompensée après une course comme ça. En général, les nombres d'équipes qui essayent de dynamiter la course au maximum, en général, c'est ceux qui sont piégés en le final par un manque d'énergie ou par au final excès de confiance ou au final la fin de course est loupée. Mais là, pour le coup, non, l'Auto-Destiny a très bien joué et franchement, rien à dire. C'était un grand classique et très belle course. C'est exact. Et je vais encore forcer là-dessus, hein, mais la quick-step, quand ça veut pas, ça veut pas. Jacobsen qui chute, qui se retrouve dans les buissons. Kasper Asgreen qui chute au dernier virage et qui ne peut pas sprinter pour la victoire, tout simplement. Que dire de plus? Rien. Ouais, c'est triste. Rien du tout, ouais. C'est triste pour la Quick-Step pour le moment. Bah, après, c'est le début de saison, hein, ils auront encore le temps de se rattraper. On n'en a pas encore parlé, j'imagine qu'on va en parler, mais Julien Alaphilippe est de retour aussi. Remco a quand même gagné sur le Tour des Émirats Arabes Unis, donc je pense que tout est pas négatif Quick-Step, C'est même ça. si sur leur course, les Flandriennes, on ne les connaît pas, ils sont tellement Ah, méconnaissables. Pat, il s'est énervé, hein. Il a dit, hein, sur les réseaux que la prestation était inacceptable, qu'il dézinguait Lampard, qu'il n'avait pas fait de résultat non plus, et qu'Asgreen était malade, enfin. Il se met un peu toute son équipe à dos, là. Il est toujours dans son genre, hein, parce que Lampard, qui a quand même toujours été l'équipier de luxe, qui a toujours fait ce qu'on lui demande. Ouais. Et toi aussi, t'as pas Patrick Lefebvre dans ton cœur, hein. Ah, si Patrick pouvait gérer aussi bien son équipe que Twitter, bah, il y aurait de très bons résultats en tout cas. C'est Là. clair. Ouais, là, ça, c'est dit. On va faire une transition Au top et flop. nette. Yep, nos top et flop du mois. Donc, voilà, si vous avez des noms à dire, même hors des courses sur le tour, des noms, des courses sur lesquelles vous voulez vous attarder, ou même des courses qui vous ont plu, déplu, c'est le moment. Eh ben, Pige tant, dans un premier temps. tant que je suis dans ma lancée pour dézinguer les personnes, bah, on va commencer par un sprinter français, Arnaud Démarre, qui était très invisible à lui et autour. Son meilleur résultat, ça va être un top 10. On se doutait bien que sans un train, ça aurait été très compliqué, mais là, c'est plus que compliqué, donc on va voir s'il va se ressaisir. À Paris-Nice notamment, donc on verra ça dès la semaine prochaine, pardon. Et Et il sinon, avait un petit train en plus, hein. Il avait ouais, un train nouveau, certes, mais il avait quand même des équipiers pour lui, quoi. ouais, c'est triste de le voir à ce niveau-là. Après, je sais pas comment est sa condition physique ou pas, mais on sait très bien qu'il a jamais vraiment performé là-bas en plein soleil dès le mois de février, mais ouais, hâte de voir ça à Paris-Nice.
Et sinon, pour mon deuxième flop, je dirais Fabio Jacobsen, pour l'ensemble un peu de la Quick Step. C'était un peu décevant. Jacobsen en Argentine, c'était pas ça. Il avait un peu de mal à suivre son train, pourtant il avait son train habituel. Ça n'a pas réussi. Et pareil pour la suite de sa saison, là, c'était très discret. Du coup, tu aurais un top à nous donner? Ouais, j'ai envie de dire Magnus Cort Nielsen. Il a fait un très gros tour d'Algarve. Ensuite, bah forcément, Vingegaard et Pogacar, Comment pas les ils- citer? bon, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Et autrement, je dirais David Gaudu. David Gaudu qui était le seul coureur à faire un top 5 sur les deux courses entre l'Ardèche classique et la Faune classique, il me semble. Je ne sais plus exactement comment on appelle ces deux courses. Voilà, la Faune Drôme classique et la Faune Ardèche classique. C'est le seul coureur qui a fait deux top 5. Donc il était très en forme, très en vue sur ces deux courses. Que du positif et à voir pareil sur Paris-Nice aussi comment ça va aboutir. D'ailleurs, les deux courses ont été fortement marquées par le vent. Et on pourra noter justement la victoire d'Alaphilippe, donc, qui bat Gaudu au sprint sur la Faune Ardèche. Et on peut aussi parler justement du raid solitaire de Anthony Perez contre le vent, face au vent, qui a su résister au groupe des favoris et qui s'est imposé en solitaire. Voilà. Gilles, à ton tour sur des tops, des flops par rapport à ce mois de février. J'ai pas encore réellement pensé au flop, donc je vais commencer un peu par les tops. Et je vais parler du petit Belge nouveau chez Arkea, Birmans, qui a été chercher sa première victoire d'étape au Tour de Man. Assez impressionnant pour ses premiers pas chez Arkea. Et on l'a vu aussi au Grand Prix Samin mardi. Très impressionnant, très mobile. Il a tenté des coups. Il était dans le coup qu'on pensait être le bon à 20 km de l'arrivée. Malheureusement, les DCM ont roulé derrière et il n'a pas pu jouer la victoire. Mais en tout cas, il sera à suivre et peut-être même sur les Flandriennes. Pourquoi pas un top 10 sur le Tour des Flandres ou sur le Grand Prix E3. Et je suivrai en tout cas de près. Euh, Sinon aussi, en tant que Belge, comment pas parler de Tim Wellens. On attendait beaucoup de lui maintenant qu'il est arrivé dans l'équipe de Pogacar. Et on peut dire qu'il n'a pas déçu non plus, notamment sur la Ruta del Sol et puis ici sur le Grand Prix d'ouverture. Il a vraiment été impressionnant dans tous les bons coups aussi. À chaque fois, bon, il a dû subir un peu la supériorité numérique pardon, de la Jumbo et ce qui l'a sans doute empêché d'aller chercher une des deux victoires du week-end. Il est vraiment très en forme et on aura vraiment le plaisir de le suivre sur les Flandriennes et même sur les classiques wallonnes. Sans doute là, peut-être plus comme équipier de Pogacar, en tout cas sur le Tour des Flandres. Mais ce sera un équipier de luxe pour lui. C'est Euh, clair. Sinon, Colby, t'as aussi un petit top à donner pendant que je réfléchirai à mes flops? Oui. Pardon, sans originalité, forcément, la Jumbo. La prestation m'a vraiment impressionné et comme je l'ai dit, ça m'a vraiment fait penser à la Quick-Step de l'époque. Mais bon, quand même aller chercher d'autres petits noms à présenter. Ouais, on peut quand même parler de Geoffrey Bouchard. Hem, très belle performance sur le Tour de Man, pour commencer, avec la victoire finale de Jorgenson, mais Bouchard fait une très bonne Green Mountain. Ensuite, il s'est distingué sur le Tour, sur la dernière étape où il a fini dans un groupe avec des gros noms, donc du Bilbao, du Luc Plapp. On sait que c'est des bons grimpeurs et voir un Geoffrey Bouchard autour d'eux, c'est très intéressant pour la suite. On sait que le coureur, il est très nouveau chez les pros, ça doit être sa 4e, 5e saison. 5e saison, il me semble. 2019, maillot à pois sur la Vuelta. 2021, maillot Azzurro sur le Giro. 2023, maillot à pois sur le Tour. J'annonce comme ça, je le dis, Ah ouais, direct. comme ça. Et ensuite, j'ai quand même envie de parler de Vauquelin, encore une fois, qui a continué sur la lancée du mois de janvier. Hem, Même si Bessèges était peut-être déjà en février. Et on en a parlé dans la précédente vidéo. Là, il s'est imposé sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On en parlait déjà, hein. Sur Paris-Nice, il peut faire quelque chose. Ça se confirme encore plus. Alors, j'ai envie d'y croire. Vauquelin, top 10 de Paris-Nice. Et pourquoi pas mieux, en fait, surtout au vu de ses qualités multiples. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'autres bons coureurs, mais vraiment, ces deux-là m'ont marqué. En sprint, j'ai quand même aussi envie de parler de Dylan Groenewegen qui s'est imposé sur le Tour. Et tu as parlé justement de Demar qui avait pas vraiment de train sur le qui s'est pas bien débrouillé.
Groenewegen, on sait qu'il a Mesgate comme équipier. Après, dans les grosses courses, il n'a jamais vraiment d'autres gros équipiers pour le protéger et l'emmener sur les sprints. Groenewegen, mine de rien, depuis qu'il est chez la Jayco, c'est une étape du Tour de France. Il a gagné sur l'UAE cette année. Et l'UAE, c'est une course que je considère vraiment comme la course reine des sprinteurs. Enfin, de toute façon, tous les sprinteurs le disent, il y a le Tour de France, il y a l'UAE Tour, parce que c'est là où ils peuvent vraiment se tester. Et ouais, Groenewegen, j'apprécie beaucoup ce qu'il propose. Il gagne partout, même s'il gagne pas tout le temps, il gagne partout. Je pense que c'est le plus important pour un sprinter, montrer qu'il arrive à se débrouiller en toutes circonstances. Et en flop, ben, j'en ai pas tant que ça, mine de rien, parce que forcément, début de saison, les grosses courses vont arriver, donc forcément, les plus grosses déceptions arriveront aussi. Mais t'as parlé de Démarre, Piche, j'ai quand même envie de rajouter Elia Viviani, ce plateau de sprinters qui déçoivent, parce que je sais même plus si c'est un sprinter en fait actuellement en 2023. Avant, à l'époque, ça avait se débrouiller tout seul quand il était à la Ineos. Là, j'ai l'impression que Viviani, c'est fini, quoi. Il est capable de mettre une roue dans l'autre, donc ouais. On peut mettre vraiment Démarre Viviani, c'est les deux. En plus, c'est à peu près de la même génération. C'est les deux qui se tapaient un peu sur le Giro. Et là, enfin, les deux, ils sont en perdition, quoi. Mais voilà, c'est mon seul flop du mois, on va dire. Toi, Gilles, t'as eu le temps de trouver une exception, t'as eu le temps de trouver quelqu'un sur qui taper ou vraiment pas du tout, non? Pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Comme je disais, c'est vrai qu'après un mois de course, je trouve que c'est sévère d'aller directement trouver un flop. Par contre, on n'a pas parlé d'un gros top non plus, c'est Arnaud Delis quand même qui a montré vraiment un début de saison exceptionnel et qui a montré qu'il avait des capacités même en moyenne montagne sur l'étoile de Bessèges et qui a été le seul à passer gros plateau, le célèbre mur de Grammont à l'Omloop Nieuwsblad. Donc la vidéo a vraiment fait le tour des réseaux sociaux. Ouais, c'est intéressant quand même de le noter. Niveau flop ici, comme ça, non, ouais, j'avoue que je sais pas quoi dire, les gars. Ouais, non. Enfin, ça. Peut-être on peut rajouter en flop peut-être l'organisation pardon, de la Fun Run Classic qui, les conditions de la course étaient assez dantesques, mais que la course a quand même eu lieu. Euh, les coureurs ont roulé Oh, finalement. même pas, hein. En soi, il y a eu pire, on va dire. Ouais. On va pas non plus rentrer sur le débat qui s'est passé au Grand Camino. La période petite de neige qui s'est passée pendant exactement 30 secondes. Bref, c'est un autre débat, ça. C'est vrai. De Quand toute tu façon, c'est voyais, toujours compliqué que sont magiques, hein. quand tu voyais que l'échappée qui était devant, qui avait même pas une minute d'avance, il n'y avait pas de neige et le peloton traversait juste un petit épisode neigeux. Ouais, bon, tant pis, hein. Voilà. Voilà. Sinon, en vrac, on peut vous parler des autres courses qu'il y a eu ce mois de février. On va commencer par la Classica d'Almeria qui a eu lieu le 12 février. Avec la victoire surprise de Matteo Moschetti devant Arnaud Delis. On pensait que la victoire était toute offerte à Arnaud Delis, finalement Moschetti est parti s'imposer. Un mot à dire sur Moschetti, les gars, un coureur qui a eu des années compliquées, qu'il est parti à la Q36.5. Certains disent Q36,5, je sais pas comment il faut le dire, honnêtement. Peut-être avec l'accent anglais, Q36.5. Mais voilà, Moschetti, un coureur qui ressort un peu de l'ombre. Vous avez un avis là-dessus? Et en tout cas, c'est la première victoire de la nouvelle équipe, déjà, pour commencer. Mm. Donc, intéressant. On peut voir si cette équipe peut recycler un peu d'anciens coureurs qui furent bons un peu dans le passé, qui ont un peu stagné. À voir si ça va être pareil avec leur leader italien, Gianluca Brambilla. Ça peut être intéressant s'il pouvait retrouver son niveau de la Quick Step, notamment des années 2017-2018. À voir ce que ça peut donner. Pareil, hâte aussi de voir cette équipe cette année. Je pense qu'elle peut nous réserver des surprises. On a vu avec Moschetti ici en début de saison et aussi vraiment hâte de voir Brambilla, espérant se retrouver son niveau. Exactement. L'équipe a beaucoup d'Italiens, malheureusement, elle n'est pas inscrite sur le Giro. Est-ce que c'est un mal pour un bien de laisser l'équipe un peu prendre son temps et se construire avant d'emmener sur des très grosses courses? Je pense que ça peut être un bien qu'elle puisse prendre son temps. Après, je pense que pour les spectateurs, c'est quand même un peu dommage. Ça aurait été sympa pour avoir cette nouvelle équipe déjà débuter sur un grand tour. Et c'est vrai que pour eux, c'est sans doute une bonne chose de pouvoir commencer pas trop gros et essayer d'avoir peut-être une équipe encore plus compétitive l'année prochaine.
pour essayer d'aller briller sur leur route italienne. Il faut surtout aussi le prouver sur le terrain. On peut voir toutes les Conti Pro italiennes là, qui passent toutes leurs étapes à l'avant pour montrer le maillot, pour pouvoir avoir une wildcard au Giro. Et là, si la Q36.5 arrive et d'un coup une wildcard, ouais, je trouve ça un peu dommage notamment pour les autres équipes italiennes. Donc moi, je trouve ça normal pour l'instant qu'il n'ait pas le wildcard et qu'il le prouve d'abord sur le terrain. Et puis on verra l'année prochaine. Mais je pense que au vu de l'effectif qu'ils ont pour le moment et les ambitions qu'ils ont, notamment avec Nibali qui est un peu aussi dans le coup de cette équipe, c'est une équipe qui peut envisager un tour, le World Tour par exemple. Donc à voir. C'est clair que si Nibali rejoint l'équipe, ça fait aucun doute, participera au Giro l'année prochaine. Ça. Alors en Espagne, toujours, il y a aussi eu la Volta Ciclista de Murcie, le Tour de Murcie, remporté par Ben Turner sur une arrivée un peu en montée. Le parcours avait été tronqué à cause encore une fois de la neige, hein, cette fameuse neige qui a ruiné tout le mois de février en Espagne visiblement. Ouais, une victoire de Ben Turner en boss. Ce Ben Turner, en vrai, il faudrait quand même faire un petit dossier sur lui, hein. Le gars, 11e de Paris-Roubaix l'année passée, en étant équipier, avec les conditions qu'on connaît de Paris-Roubaix. Là, il gagne un sprint en boss. Je me rappelle très bien que c'est lui qui a fait péter Van Der Poel sur l'Amstel l'année passée. Enfin, Ineos, ils ont été nous chercher qui encore comme Britannique inconnu comme ça? Très bon coureur en effet. C'est vrai que chaque année, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Ineos, Sky à l'époque nous sortent à chaque fois des nouvelles pépites, sorties un peu de nulle part. Enfin ici, Ben Turner l'année passée nous a déjà montré de grandes choses, comme tu viens de nous le dire. Mais c'est vrai que ils ont vraiment un vivier de talent toujours aussi incroyable. Voilà, il y a aussi eu le Champ Paraiso Intérieur et la Ruta del Sol, mais ça, on a déjà fait une vidéo là-dessus, avec notamment la domination de Tadej Pogacar. Donc on peut passer aux courses qu'il y a eu en parallèle au Portugal, avec la Figueira Champions Classic, donc une course un peu d'introduction avant la Volta Algarve. Une course assez intéressante où la Casper Pedersen s'est imposé. Il y a eu quelques petites surprises comme coureurs comme Rune Regots, mais je pense que de toute façon vous avez déjà vu les résultats passer et qu'on n'aura pas spécialement le temps de s'en parler malheureusement. Il y a aussi eu du coup cette Volta Algarve avec la victoire finale de Daniel Martinez. Un Tour d'Algarve qui s'est quand même beaucoup joué, qui s'est joué à beaucoup de petits détails mine de rien. Il y a eu le contre-la-montre, il y a eu des coups d'accélérateur de Ghana. Un avis sur la prestation d'Ineos sur cette Volta Algarve? On a vu beaucoup de coureurs se distinguer. Ah, j'ai l'impression aussi que Ghana se cherche encore, hein. C'est compliqué un peu. Il va un coup jouer leader, un coup il veut jouer les contre-la-montre. Et au final, bah, quand on a un résultat final, il n'y a rien quoi. Il gagne pas d'étape, il fait 2 fois deuxième et deuxième du général. Non, une fois troisième et une fois deuxième et deuxième au général. Voilà, il est perdant, hein. Ça. Heureusement que son coéquipier vient remporter le général et que ses équipiers ont gagné des étapes justement quand lui ne performait pas. Mais c'est vrai que on avait l'impression que c'était Ghana le leader, mais qu'au final, ben, il n'a pas su concrétiser là où il fallait. Et heureusement, ses équipiers étaient là pour l'aider et soit remporter les étapes avec Pitcock, soit remporter le général avec Martinez. Et voilà. Heureusement que, enfin, on va pas plaindre la Ineos, hein. On les connaît, ils sont habitués à nous proposer des grosses armadas sur leurs courses, donc là, ça a payé. On arrive à la fin de cette vidéo. Le mois de mars va être assez intense entre le début des grosses courses avec Stradé, Paris-Nice, puis Sanremo et la suite des classiques flandriennes. On va faire un petit jeu de pronos entre nous. Stoy Stradé, répondez à la volée, répondez très simplement. Qui vous voyez comme vainqueur à la fin de la course? Puis-je pour commencer? Donc, dans Allez, l'ordre. moi je dirais Tim Wellens. Tim Wellens pour toi? Ouais. Ok. Gilles, un nom? Je vais pas être très original, je veux dire comme Piche, Tim Wellens nous a beaucoup impressionné ce début de saison. Et je pense que pour Mathieu Van Der Poel, ça va être un peu compliqué d'aller gagner directement à sa reprise. Je pense que va accuser un peu le coup avant le mur de Sienne. On va pas gagner. Et toi, Ok. Colby? Je vais quand même mettre Van Der Poel. C'est le seul gros nom qui se détache. Enfin, c'est vrai qu'il y a Wellens qui est en forme, mais Van Der Poel. Van Der Poel. On enchaîne avec Paris-Nice. Un favori. C'est vrai que Piche et moi, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. On avait dit que Pogacar gagnerait Paris-Nice. Toi, En Gilles, tu effet. vois qui du coup? Et il va y avoir beaucoup de suspense, mais oui, je pense que je vais dire Pogacar aussi. Il est vraiment beaucoup trop fort pour le moment. En plus, je pense qu'il est meilleur que Vingegaard sur les bordures, donc je pense que je vais partir
être à nouveau pas être très original et partir sur Pogacar. Parfait, Pogacar pour nous 3, c'est validé. Ensuite, pour Tirreno Adriatico, c'est vrai que du coup, la course va un peu passer dans l'ombre et que je pense qu'on sera tous sur Paris-Nice, on va pas se mentir. Exactement. Voilà, Biche a un nom pour Tirreno. Allez, moi je dirais Alexander Vlasov, tiens. Alexander Vlasov? Ouais. Ok, pas mal, pas mal. Je partirais peut-être sur Enric Mas, qui était chaud sur la Ruta del Sol, et surtout qui sort d'une très très grosse fin de saison l'année passée, qui a sauvé Movistar en World Tour. Je le verrais bien faire un petit quelque chose sur une petite course d'une semaine qui va lui plaire. Ok. Colby, un Je avis? vais être original. Il n'y a pas Pogacar, il n'y a pas Vingegaard, il n'y a aucun gros favori de ces dernières années. Il y a mon favori sur la course, il y a mon gars sur la course, je suis obligé de choisir Mikel Landa. Voilà. Ça, je ne peux pas ne pas le prendre, et alors qu'il n'y a personne de vraiment dangereux qui peut le décrocher de sa roue. Donc, Eh bien, bon courage à toi en tout cas, hein. Ouais. c'est pas facile tous les jours, mais t'inquiète. Allez, et pour finir, Et- donc Milan-San Remo, Colby, un petit pronostic. Milan-San Remo, un gars qui descend bien, je pense, comme d'hab en fait. Hein. Mais j'avoue que pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Je te rends la main, puis t'as un nom? Ouais, Arnaud Delis. Ah, bah, Je l'ai déjà évoqué précédemment. Pour moi, Arnaud Delis, je pense que dans le Poggio, ça va être comme Ewan il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Ça va être du très solide et tout en maîtrise derrière. Donc pour moi, c'est le Sagan des années 2015-2016. Tu penses pas que les 300 km, les plus de 8 heures de vélo, 8-9 heures de vélo, vont pas être un peu compliqués pour ces 20 ans? Oh, non, absolument pas. Non, non, vraiment, Delis devant Wout van Aert et c'est réglé. ok. Et toi, Gilles? Gilles? J'aimerais bien partir aussi sur Arnaud Delis, mais comme on l'a pas encore vu sur une aussi longue course, une aussi grosse classique, il va falloir quand même qu'il s'adapte, qu'il s'alimente bien pendant tout le début de course, parce qu'on parle quand même de 4-5 heures de course à 30 km/h sur un faux rythme, où on a l'impression de pas faire d'effort, on est dans la roue. Et je pense que là-dessus, il faudra pas qu'il se fasse piéger, qu'il s'alimente bien, qu'il fasse pas trop d'efforts. Et si c'est le cas, je pense qu'il va être très très difficile à battre. Euh, Dipicht, je le vois pas. S'il arrive vraiment en forme au pied du Poggio, il sera pas distancé, ça c'est sûr. Et après, il est totalement capable d'aller régler le groupe au sprint. Mais comme il est jeune, j'ai quand même du mal à le voir, quand même du mal à le voir aussi en forme au pied du Poggio. Donc, je vais peut-être prendre Wout van Aert pour une deuxième victoire au Milan-San Remo. Ok. Colby, un avis? Je suis un peu risqué, mais vu que Milan-San Remo, c'est souvent un mec qui n'est pas trop regardé, qui arrive à se dégager, qui s'impose, Peter Sagan. Pour une fois qu'il n'est pas du tout sous le feu des projecteurs et qu'il y a tellement d'autres favoris qui sont là pour prendre la lumière, Peter Sagan. J'ai envie À qu'il nouveau, tente un coup de baroudeur et qu'il s'impose. Pas qu'il s'impose au sprint parce que forcément, ça finit jamais au sprint ces dernières années. Mais juste à un moment, il y a un groupe de 15-20, ça se regarde, Peter Sagan, il y va en fait. Enfin, c'est plus la star du peloton Colby, je maintenant. crois que t'as encore la grosse cote de la course, hein. Parce que revoir, pardon, Peter Sagan regagner une grande course comme ça, je pense Ah qu'il y a ouais. peu de gens Mais qui y j'aime bien être croient. original, hein. J'aime bien sortir des noms un peu comme ça, mais là, j'ai vraiment envie d'y croire. Au niveau scénario, je me dis, il y a un monde où Peter Sagan, il se taille tout Ouais, seul, quoi. c'est vrai, s'il tient sur le podio, ce qui est totalement possible, parce que de temps en temps, ça se regarde un petit peu. Après, on sait qu'il est excellent descendeur. Il peut surprendre, il peut partir, et si tout le monde se regarde, une petite victoire à la Jasper Stuyven, c'est tellement envisageable. En tout cas, c'est une grosse cote. Voilà. Ce qui conclut cette vidéo. Merci à tous de nous avoir regardés. On finit avec quand même quelques annonces avant de se quitter. En effet. Biche, tu veux y aller sur les annonces? Ouais, notamment la création du Discord. Donc le Discord sera disponible dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et notamment peut-être éventuellement aussi, pas dès maintenant, mais un compte Insta et un compte TikTok qu'on va ouvrir d'ici peu, qu'on aura un peu plus de temps. Voilà, tout pareil, ce sera en description, donc n'hésitez pas. Voilà. Et voilà, comme Biche a dit, donc le compte Insta, TikTok arriveront avec du contenu. Vous avez déjà vu quelques extraits de déplacements. On a la chance d'être en Belgique, en France. Donc il y aura peut-être quelques courses qu'on pourra couvrir. On fera le nécessaire, on fera ce qu'on peut faire.
On vous laisse avec quelques extraits en bonus de ce qu'on a recueilli sur le Saman. 3 néo-pros d'ailleurs, coïncidence de fou, qui sont montrés sur la course. Il s'agit de Casper Van Uden de la DSM, Pierre Gauthera de la G2R et Alex Egard, ce néo-pro à la Lotto qui a signé d'ailleurs ce mois-ci dans l'équipe principale. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans 2-3 semaines pour une vidéo sur les Flandriennes. Ciao ciao. Salut. Salut, ciao ciao. Sidewind, and yeah, we just tried to ride well together and have numbers in the final. Yeah, you rode for Dainade for the final sprint. Yeah, we saw the best legs, and Bauer and Alberto felt the best, so we tried to support them as best as possible, and yeah, I think in the end went quite well. He was a little bit unlucky that they crashed into his back wheel, but he still did a good sprint, so I think it's a good result. And it's your first year in DSM with the elite team. How was the feeling when you joined the team for the first time? Yeah, I think it was good. We have a good group of guys, and we're all really strong, so we're looking forward to the season and to smash the races. Okay, and what's your future objectives for the season? I just want to improve. I want to be there in the finals, want to do good sprints, and I think that's the most important thing, so yeah, just try and improve in general. Ok, thank you. Est-ce que tu viserais déjà un petit contre-la-montre, un petit... Ouais, il n'y a pas beaucoup de contre-la-montre cette année chez les espoirs, donc c'est peut-être le premier sera le championnat de Belgique chez les pros en juin, mais c'est donc on va voir. Ok. Comment s'est déroulée ta course aujourd'hui? La course elle s'est déroulée un petit peu déçu quand même parce que à l'arrivée je fais 7ème et comme j'ai dit au micro de Direct Vélo, je suis quelqu'un qui aime gagner, donc faire 7ème ça me déçoit plus que ça me réjouit. Ouais. Mais voilà, c'est mon meilleur résultat chez les pros, je suis né au pro, j'ai 20 ans, donc je pense que c'est déjà pas mal. Surtout sur une course aussi dure que celle-ci, les mecs ils me disent que c'était vraiment une course. Avec les cassures, le vent et tout, le froid. Le vent, enfin, c'est tout pour faire une belle Flandrienne quoi. Et voilà, comme j'ai dit, c'est des courses où j'ai envie de pouvoir gagner, pourquoi pas dans le futur sur les Flandriennes, me spécialiser dans ces courses-là. Et je pense que ça va passer par de l'apprentissage, d'aller à l'avant et puis d'être surtout avec des mecs dans l'équipe comme Oli, Greg, des mecs qui ont gagné les plus grandes classiques du monde. Donc voilà, non, c'est quand même T'as des objectifs à court terme dans le même genre de course ces prochaines semaines? L'objectif quand même, c'est, comme j'ai dit, c'est d'épauler les leaders qu'on a dans l'équipe aujourd'hui. Oli se sentait pas bien, mais du coup j'ai eu peut-être un peu plus ma carte aussi. Il y avait Stan qui était dans l'échappée devant, mais il s'est fait reprendre. Donc j'ai décidé d'aller faire le sprint. Mais dans un premier temps, c'est d'épauler des leaders comme Greg, Oli qui ont de l'expérience. Et c'est comme ça que je vais progresser et dans le futur, je connaîtrai ces courses par cœur, avec les conseils qu'ils m'ont donnés, je pense. Ça, justement, t'es né au pro. Comment s'est déroulé un peu ton début de saison? On a vu sur Ovar, on t'a vu sur la première étape pour lancer Paris-Pente. Comment tu sens justement ton début de saison? Je trouve que j'ai beaucoup moins de complexes que quand j'étais amateur, donc je me posais pas mal de questions. L'équipe elle me donne des rôles assez définis et je me pose pas de questions. Dès qu'il faut rouler ou aider un coéquipier, je le fais à fond. Donc je pense que ça m'enlève un petit peu de pression là-dessus et du coup ça me débloque. Et ça me permet dans le final de Ovar, quand ça attaque dans la bosse, de sortir, de ne pas réfléchir. D'avoir un leader comme Aurélien Paré-Pinte qui me dit vas-y roule à fond, fais la descente à fond comme j'ai fait et au final les mecs ils sont super contents de moi quoi. Donc c'est top et je pense que me donner à 100% pour des leaders qui ont déjà prouvé, ça va faire que plus tard quand ce sera peut-être à eux de rouler pour moi, ils le feront à 100% aussi. Et donc ça c'est vraiment top quoi. Donc je suis super